Son réseau de 11 écoles privées accueille déjà 600 élèves en plein cœur des banlieues françaises. 5 autres établissements ouvriront prochainement leurs portes en septembre à Reims, Orléans, Toulouse, Toulon et Compiègne. Éric Mestralet appelle à une profonde révolution pour répondre aux besoins éducatifs prioritaires et lutter contre le communautarisme. Bonsoir Éric Mestralet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes ingénieur, fondateur et président d'Espérance Banlieue. Qu'est-ce qui vous a incité au juste à créer des écoles privées dans les quartiers déshérités en France, vous qui n'avez pas forcément été élève de ces banlieues? Non, j'ai été chef d'entreprise, je suis père de famille et à ce titre-là, je voyais que les enfants qui arrivaient de ces quartiers avaient peut-être des compétences, mais des savoir-être et ils n'avaient pas compris les codes de la société dans laquelle on habite. Et donc, ils avaient des handicaps qu'il fallait essayer de les lever, sinon en faire des frustrés voilà, et créer du ressentiment. Et, voilà, on ne peut pas se le permettre, on doit composer et faire avec eux, et d'autant plus que ces gens qui sont nés sur le territoire français, ils sont tous français, donc ils sont dépositaires du patrimoine français comme vous et moi, comme vos enfants et mes enfants. Et voilà, l'idée c'est comment on peut dire à mes enfants, dire à ces enfants, construisez ensemble l'avenir. Ce n'est possible que s'ils ont un socle commun à partager. Quel est le premier objectif? C'est de lutter contre ce qu'on appelle l'échec scolaire et de ces enfants qui décrochent dans l'école publique et dans les autres écoles privées qui existent déjà sous contrat avec l'État? Alors, c'est pas forcément. Alors, c'est prévenir le décrochage scolaire. Ces enfants qui ne sont pas forcément en décrochage scolaire. En revanche, ils ont besoin d'un cocon, d'une petite cellule, une structure presque familiale dans laquelle ils vont pouvoir, en confiance, l'école de la confiance dont parle M. Blanquer, voilà, avoir envie d'apprendre. Voilà, tout à fait. Nous, on a un chiffre qui est très parlant, c'est qu'on a 0% d'absentéisme. C'est extrêmement significatif. Ça montre justement que les enfants ont plaisir et envie de venir à l'école. Voilà, ce qui est la première étape pour qu'ils puissent apprendre des choses. Pas d'école buissonnière, donc nous dites-vous pour l'instant. En tout cas, vous dites un cocon familial. Combien d'élèves par classe? Rappelons qu'il y a des écoles primaires et qu'il y a des collèges. Hein. Oui, c'est ça. Les écoles, une école Espérance Banlieue va du primaire au collège, donc du CP à la fin de 3e, donc maximum 150 élèves. Les classes comportent entre 12 et 15 ou 17 élèves en fonction des villes. Coût moyen de la scolarité pour un élève? Alors, un coût moyen pour la scolarité, pour une école Espérance Banlieue, c'est entre 4 000 et 6 000 euros. Donc, on est grosso modo dans des chiffres qui sont inférieurs de 30% à ceux de l'éducation nationale. Les parents payent environ 15%, c'est-à-dire entre 50 et 80 euros par mois et pendant 10 mois. Ce qui n'a pas de prix, n'a pas de valeur. On parle de l'avenir de leur enfant. S'il y avait des vraies difficultés, on serait capable de trouver des solutions. Mais on parle vraiment de l'avenir de leur enfant. Et je prends comme exemple le fait que le directeur de Montfermeil, la première école pilote ouverte en 2012, avait offert l'uniforme, donc le suite, qui avait été mis à disposition. Comme les enfants l'avaient pas et les parents ne l'avaient pas acheté, il n'était pas mis en situation, il n'était pas conservé correctement. À partir du moment où les parents participaient à l'effort, le payaient, il était préservé et lavé, rangé correctement. Et il faisait partie prenante de la manière dont l'enfant s'habillait pour pouvoir venir à l'école. Alors justement, puisque vous parlez de la tenue vestimentaire des écoliers et des collégiens, il y a le débat qui a ressurgi avec cette commune de Provins, un vote à un peu plus de 60% pour le retour de l'uniforme. Ça sera d'ailleurs appliqué. Le ministre que vous avez évoqué, M. Blanquer, disait qu'il voulait voir ce que ça allait donner. Pourquoi avoir choisi l'uniforme? Alors l'uniforme est un élément de notre modèle, un modèle qui est à la fois académique, c'est normal pour une école, il est éducatif, c'est moins courant, et il est aussi intégratif. Voilà, sur ces trois aspects, donc l'idée c'est de leur donner la possibilité aux enfants à la fois d'apprendre les codes, d'apprendre les savoirs, et puis de pouvoir se situer dans le pays dans lequel ils sont. Pas de distinction entre ceux qui peuvent se payer des marques et ceux qui ne le peuvent pas, par exemple. Exactement. Mais ça, donc pour moi, l'uniforme n'est qu'une partie de notre modèle, c'est la partie peut-être la plus visible, qui provoque un certain nombre de réactions. Mais ce n'est, voilà. Alors certains disent on est contre l'uniforme parce que c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui compte, c'est restaurer l'autorité. Peut-être, voilà, mais l'uniforme contribue, et ce à quoi il contribue en maximum, et qui est extrêmement important, pour moi c'est premier même par rapport à l'égalité que vous évoquez, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté. Le fait d'avoir plaisir à rejoindre un corps social, une grande famille, où on va pouvoir se réaliser, créer la fraternité, la vraie fraternité. C'est le premier endroit où les enfants vivent avec des gens qu'ils n'ont pas choisis. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est comme ça qu'on commence à faire société. Et ça passe par la levée du drapeau chaque matin? Alors, la levée du drapeau a lieu plusieurs fois par semaine, pas forcément chaque matin. Alors, généralement, les premières années, ça a lieu tous les jours. Et puis, à partir du moment où le corps social s'est constitué, ça a lieu un peu moins fréquemment, mais en tout cas 2 ou 3 fois par semaine. Voilà. Et l'uniforme, le drapeau, ça permet aussi de distinguer un certain nombre d'élèves méritants. C'est eux qui sont
mandatés pour aller lever le drapeau, le chant de la Marseillaise. Pourquoi? Voilà. Pour qu'ils se réapproprient peut-être un drapeau qui a souvent été pour eux synonyme de quoi? De rejet ou de discrimination? Mais alors, ils n'ont pas forcément compris. Je dirais, les Mélissa Torio, qui a fait un documentaire merveilleux sur l'école de Montfermeil, Ouais. elle a passé un an dans l'école, elle a filmé une question que pose le directeur. Combien d'élèves se sentent français au début de l'année? 30% lèvent la main. Ils le sont tous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'on n'aura pas expliqué. On ne leur a pas donné à aimer. Donc le fait d'avoir concrètement le drapeau, de le voir, de voir le bleu, blanc, rouge, ça peut leur faire... C'est un des éléments qui contribue à... Voilà. Faut pas stigmatiser, il ne faut pas caricaturer. Ouais. C'est un des éléments qui est constitutif. C'est valable dans tous les pays du monde. Quand je discutais cet après-midi avec une mère de famille que je rencontrais à l'école d'Asnières, elle me disait, mais, moi j'ai fait ma scolarité en Tunisie, partout chez nous, c'est comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi chez vous, vous ne le faites pas. Alors, d'où viennent exactement les professeurs? Quel est leur profil? On sait que vous allez notamment aborder, s'agissant de la lecture, la méthode syllabique, que l'histoire sera enseignée de manière très chronologique. Qui sont les enseignants? Alors, les enseignants, on a grosso modo 3 tiers d'origine. Le premier tiers, c'est des professeurs qui viennent du public ou du privé, qui se mettent en disponibilité pour pouvoir venir enseigner. Pourquoi ils ont envie de venir enseigner? C'est que dans ces écoles, ils ont pleinement la possibilité de réaliser leur vocation d'enseignant. Avec beaucoup plus de liberté, avec une aide du directeur qui va leur permettre d'accompagner les enfants. Avec une grosse présence, puisqu'ils sont là tôt le matin, tard le soir, pour pouvoir voir l'enfant à tous les moments de la journée. Vous dites plus de liberté, pas de contrat avec l'État, donc vous avez effectivement cette liberté, mais vous n'avez pas la liberté aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a des grands groupes qui vont vous financer. Vous n'allez pas pouvoir fonctionner qu'avec les 75 € par mois. Ah, tout à fait. Donc on fonctionne avec la générosité publique et du mécénat. Pour le moment, il est possible qu'on essaye d'établir une forme de convention avec les pouvoirs publics parce qu'ils s'intéressent à notre modèle. Justement, vous sortez d'une réunion avec le préfet de la région Île-de-France. Quel était l'objet de cette rencontre? Une découverte de sa part d'une école. Il en avait entendu parler. Hier, c'était la préfète à l'égalité des chances de Seine-Saint-Denis qui était à l'école de Montfermeil. Aujourd'hui, c'était le préfet d'Île-de-France qui était à l'école d'Asnières. Voilà. On se découvre, ils viennent voir, ils essaient de comprendre les particularités du modèle, en quoi ça vient réenchanter les quartiers, parce que c'est vraiment comme ça que c'est perçu par les parents et perçu par les enfants aussi. Un laboratoire aussi peut-être pour l'école publique de demain ou... On n'a pas de grandes prétentions. On fait quelque chose petitement sur le terrain. Ce qui est fondamental, ce que j'avais expliqué à M. Borloo, c'est que la cité éducative dont il parlait, on peut y mettre tous les moyens qu'il faut. Ce qui est fondamental, c'est qu'on ait des petits établissements, des petites entités. Il ne l'a pas dit au président Macron, parce qu'on sait que c'est lui qui a inspiré le plan récemment dévoilé par le président français. Cette dimension qui, pour moi, est fondamentale, qui n'est pas coûteuse par essence, elle est importante, et je ne l'ai pas vue dans le plan Borloo. Et je pense que monsieur Macron va le reprendre d'une manière ou d'une autre, parce que à partir du moment où on a ces petites tailles, ces petites cellules organiques, c'est vivant, ça fonctionne, c'est à taille humaine, et ça peut aller très loin. À taille humaine, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de formatage et de faire des ingénieurs? Les parents seront ravis que leur enfant devienne ingénieur, on s'en doute, voire médecin ou avocat, ou ingénieur, je le disais, comme vous. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, d'une certaine manière? Moi, j'enseigne pas, donc il n'y a pas de risque que j'apprenne aux enfants ce que j'ai appris. Mais on a un modèle qui est ouvert. On vient d'avoir une étude des sociologues qui ont pris en compte notre modèle, qui ont dit vous êtes unique, vous travaillez sur justement cette création de l'adhésion. Donc vous avez quelque chose à dire à la communauté éducative et c'est intéressant que vous puissiez participer au débat public. On n'a pas dit qu'on avait la solution, on a des éléments de solution qu'on veut faire partager à tout le monde. Voilà, je pense que c'est intéressant. Ça serait dommage de se priver de ce témoignage, de cette expérience que l'on fait, et puis de voir ces mines réjouies. J'ai vu qu'en fond d'image passaient les images d'un spectacle qui a été réalisé par les enfants d'Asnières, 104 ou 105 enfants qui ont joué des fables de La Fontaine. C'était extraordinaire. Peut-être que d'ailleurs ce spectacle sera redonné dans un grand théâtre parisien. Une place pour la culture, voilà. Donc on espère que ce sera le cas dans un théâtre parisien. Merci Éric Mestralet, président fondateur d'Espérance Banlieue, d'avoir répondu à